Et on poursuit pour cette dernière partie de la Grande Table, Antoine Mercier, en votre compagnie et en celle de Frédéric Lordon. Frédéric Lordon est directeur de recherche au CNRS. Il publie La société des affects pour un structuralisme des passions. C'est un livre qui paraît au Seuil. Frédéric Lordon, vous êtes à la fois chercheur au Centre de sociologie européenne fondé par Pierre Bourdieu. Vous êtes membre du collectif Les économistes atterrés. Vous êtes auteur d'un premier essai de philosophie, Capitalisme, désir et servitude, sous-titré Marx et Spinoza, qui date de 2010. Et puis, bien sûr, d'une pièce de théâtre. Je dis bien sûr parce que c'est ce qui vous a fait paraître évident au grand public, aux yeux du grand public, ce qui vous a fait connaître, d'autant que cette pièce de théâtre a été adaptée à l'écran par Gérard Mordillat. C'était une pièce en alexandrin, d'un retournement l'autre. Donc, une pièce de théâtre, maintenant un deuxième essai de philosophie. On vous doit énormément de travaux sur la crise du capitalisme et ses sorties ou ses voies de sortie possibles. Dans ce livre-là, vous ne vous dites pas non plus économiste. Est-ce que vous avez rompu avec l'économie ? On ne peut pas rompre complètement avec des activités intellectuelles qui vous ont tenu pendant une vingtaine d'années, mais il est vrai que j'ai changé d'identité disciplinaire. L'administration, bonne mère, m'en a donné une qui est tout à fait claire. Je suis passé chez les philosophes. Bon. Quant à mon identité réelle, c'est une autre affaire. Je dois dire, je suis toujours un petit peu embêté avec ça parce que je me suis moqué pendant très longtemps des gens qui avaient des identités multicartes comme ça. Je pense à un en particulier, une espèce d'expert gyroscopique qui tournait partout et qui se déclarait, je me souviens plus, économiste, historien, essayiste, avocat. Et pour me moquer un peu, j'avais rajouté plombier, chauffagiste et montreur d'ours. Mais je me trouve maintenant dans un mauvais cas similaire. Alors ça m'embête un peu. Donc je suis sommé de déclarer une identité, mais je ne sais pas dire laquelle. Alors j'ai trouvé, ou plus exactement j'ai retrouvé un mot que Foucault utilisait dans un autre usage, mais qui me convient parfaitement, et qui disait « Ne me demandez pas qui je suis et ne me dites pas de rester le même ». C'est une morale d'état civil, elle est bonne pour régir nos papiers, mais qu'elle nous laisse libres quand il s'agit d'écrire. Alors vous êtes administrativement maintenant philosophe, hein, c'est ce que vous dites, et donc nous avons légitimement et d'ailleurs assez logiquement demandé à un philosophe de venir vous interroger à nos côtés. C'est Mathieu Pot-Bonneville. Bonjour Mathieu Pot-Bonneville. Bonjour. Une question d'Antoine Mercier. Oui, enfin bon, vous êtes donc philosophe et économiste, on va dire, et vous voulez mettre Spinoza dans l'économie. Expliquez-nous, peut-être pour commencer, qu'on comprenne bien votre démarche. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, je dis que je suis administrativement philosophe, c'est un peu court quand même, parce qu'en effet, je me sers de la philosophie un peu plus qu'administrativement. Et tout mon programme de recherche consiste à réarticuler sciences sociales et philosophie, venant d'où je viens, économie, politique et philosophie, pour mettre un peu plus de concepts dans l'analyse économique qu'il n'y en a. L'analyse économique procède par modèle, par statistique. Elle a une épistémologie dont elle espère qu'elle l'assimilera aux sciences dures, ce qui est un rêve de singe. Et la contre ce projet épistémologique, ce fantasme épistémologique qui se nomme la science économique, il faut opposer un autre projet intellectuel qui est celui de l'économie politique, pas du tout le même, hein, une économie politique qui se saisit des faits économiques, mais avec les instruments théoriques les plus diversifiés, et en particulier les concepts. Et alors, où est-ce qu'on trouve des concepts ? On en trouve dans la philosophie. Là, pour le coup, c'est Deleuze qui avait raison. Hein. Moi, je me livre à cette opération qui consiste en quelque sorte à jouer Deleuze contre Deleuze, ou à lui faire un gosse dans le dos, et ça, alors là, je pense que vraiment les Deleuziens peuvent pas m'en vouloir. Hein. C'est resté extrêmement fidèle à l'esprit de Deleuze, puisque Deleuze disait que les concepts sont les opérateurs de la philosophie, mais que, et en cela il avait infiniment raison, mais que la science avait affaire avec les fonctions. Donc d'un côté le monde des concepts, la philosophie, de l'autre le monde des fonctions, les sciences sociales. Et je dois dire que cette division du travail-là ne me plaît pas beaucoup. Et que moi, je pense qu'il faut remettre des concepts dans les sciences sociales et donc réamorcer ce dialogue entre philosophie et sciences sociales qui a été perdu depuis si longtemps. Alors ça, c'est une première des démarches qu'il y a dans ce livre, La société des affects. Outre réconcilier philosophie et sciences sociales, Frédéric Lordon, vous nous proposez quelque chose d'entrée de jeu. Hein, c'est la première phrase de ce livre. La société marche au désir et aux affects. Alors, même question qu'Antoine Mercier, est-ce que vous pouvez aller plus loin ? Oui, mais alors là, je dirais que c'est vraiment le point fort de l'infusion spinoziste en sciences sociales. Moi, je viens d'une culture intellectuelle qui était, disons pour faire court, structuraliste. Non pas structuraliste au sens rigoureux de Jacobson, Saussure, etc., mais disons au sens du point de vue marxiste et puis bourdieusien sur le monde social. Mais il est vrai que c'est un point de vue auquel on a beaucoup reproché, et à raison,
sans doute, d'occulter la présence des individus au sein des structures qui n'étaient plus considérés que comme simples agents, opérateurs passifs de la structure elle-même. Et c'est à cela qu'il fallait revenir. C'est-à-dire, il fallait revenir à l'extrémité des individus et tenir les deux bouts de la chaîne. En général, d'ailleurs, on est condamné à une espèce d'antinomie qui nous fait balancer violemment d'un pôle à l'autre. Soit on est structuraliste, pas d'individus, soit on s'occupe des individus, mais on perd de vue les structures, les rapports sociaux et les institutions. Il fallait avoir les deux. Et il m'a semblé que la meilleure manière de faire, c'était de s'en remettre à un philosophe, précisément, qui avait de l'individu une vue non subjectiviste. C'est-à-dire une vue qui soit immédiatement compatible avec le point de vue structuraliste en sciences sociales. Ce philosophe, c'est Spinoza, et son apport le plus décisif en cette matière, c'est précisément de nous dire que les individus sont d'abord des élans de puissance, qui se déterminent comme élans de désir, sous un certain nombre d'affections qui les affectent, et que c'est ça qui oriente leur comportement. Mais qu'est-ce qui les affecte, précisément ? Ce sont les structures, les rapports sociaux et les institutions. Donc c'est de cette manière qu'on peut tenir tout ensemble, me semble-t-il. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, Frédéric Lordon, ce que ça apporte d'introduire ainsi ces notions, ces concepts spinoziens, par exemple, dans l'analyse de la situation aujourd'hui économique? Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Alors là, mais là, il faudrait que ça serait une démonstration trop vaste pour être faite ici. Il faudrait prendre chantier par chantier. Bon, alors je peux revenir sur ma propre trajectoire, en l'occurrence, si vous voulez, je me suis servi... D'ailleurs, mon premier coup d'essai spinoziste en sciences sociales était assez bizarre, hein. Il s'est produit à partir d'une situation économique dont vous avez peut-être gardé le souvenir. C'était un combat d'OPA entre 3 banques françaises à la fin des années 90. Société Générale, BNP Paribas. Ça semble assez impropre à faire de la philosophie en général et de la philosophie spinoziste en particulier. Sauf que les forces qui étaient à l'œuvre me semblaient devoir beaucoup moins à la maximisation du profit, comme disent les économistes professionnels, que à des intentions ou des projets sourds d'une toute autre nature, étendre les limites de l'empire, résister à l'écrasement, réaffirmer sa souveraineté, les fameux affects alors. Vous avez découvert la puissance, c'était la grammaire de la puissance qui était à l'œuvre. Et c'est de cette manière que l'infusion spinoziste est venue assez naturellement. Mathieu Pot-de-Motteville. Oui. Je pense, en vous écoutant, à ce mot de Nietzsche qui, dans le Gai Savoir, dit que pour être un bon philosophe, il faudrait commencer par avoir été banquier. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce trajet-là, ce trajet à la fois sans illusion et avide de concepts qui anime le livre. Moi, je suis très, très impressionné et passionné par le livre, qui participe, faut le dire quand même, d'une sorte de mouvement souterrain qui, depuis 2 décennies, on va dire, utilise la référence à Spinoza comme une sorte de pont jeté entre la philosophie et d'autres disciplines. Pont des 2 rives d'ailleurs, je pense aux travaux d'Étienne Balibar par exemple, qui depuis la philosophie a jeté des ponts vers l'anthropologie en se servant de Spinoza. Il y aurait à écrire aujourd'hui une petite histoire du retour de Spinoza dans la pensée contemporaine, qui est important, inattendu. Et je crois qu'il y a un certain nombre de raisons à ce retour, en réalité. On les voit bien, on les voit de manière assez cristalline dans le livre de Frédéric Lordon. Moi, j'en vois 3. La première, c'est effectivement cette question du rapport entre l'individu et le système, et cette nécessité de réintroduire les individus dans le système sans pour autant les créditer d'une capacité absolue à se conduire par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a besoin de penser ce que font les gens. On ne peut pas penser des structures qui dérouleraient leurs effets dans le dos des acteurs, simplement. C'est par l'intermédiaire de ce que les gens fabriquent et des efforts qu'ils font pour le faire que les choses se passent. Bon, donc il faut réintroduire les individus, mais pas des individus autarciques, des individus qui auraient tout pouvoir sur eux-mêmes, parce que ça n'a pas de sens, on le voit très bien. Bon. Et c'est cette question-là qui revient dans une interrogation sur l'économie, sur la sociologie, etc. Une autre raison, je crois, de ce retour de Spinoza, c'est la fabrique d'une sorte de ce qu'il faudrait appeler un matérialisme politique. À la fin des années 80, il y a eu un grand mouvement dans la pensée française qui consistait à dire on a oublié la politique, on a oublié la citoyenneté, on a oublié la cité, etc. Revenons à tout cela, mais du coup revenons aux valeurs, revenons au sens de l'être ensemble, etc. Or, le livre de Frédéric Lordon dit oui, il y a de la politique partout, mais la politique au sens du combien de division, c'est-à-dire au sens des affrontements et des rapports de puissance qui existent en économie, qui existent en politique, qui existent dans les rapports sociaux, dans le rapport salarial qui est central dans le livre, et donc il faut penser le politique parce qu'il faut penser le matérialisme. Une troisième raison, et là j'ai une question à vous poser, c'est Spinoza pour penser la puissance des individus.
Alors, il y a cette question-là. On voit beaucoup la notion d'empowerment venir aujourd'hui dans la pensée du social. Et le livre est traversé par cette ambition. Au fond, restaurer quelque chose de la puissance des individus. Ce qui est paradoxal, il y a plein de paradoxes, mais ce qui est paradoxal, c'est que, en un sens, Spinoza est un immense philosophe de l'impuissance. Un philosophe qui commence par nous montrer combien peu nous pouvons, pour nous-mêmes, pour les autres, pour la vie que nous menons, etc. Alors, qu'est-ce que c'est que ce montage-là ? Frédéric Lordon. Je pense que c'est le montage propre à la philosophie de Spinoza qui se meut dans cette sorte de paradoxe, partant du constat lucide de l'impuissance. Et en effet, il y a une partie 4 de l'éthique qui s'appelle de la servitude humaine, c'est-à-dire et qui passe son temps à longueur de propositions de Scoli à établir l'impuissance de la raison à dominer les passions et les affects, vieux thème de la philosophie classique s'il en est. Et pour autant, du tréfonds de la pensée de cette impuissance de cette impuissance des individus à triompher des affects qui leur adviennent de l'extérieur, il n'y en a pas moins constamment réaffirmé, et qui justifie finalement toute la philosophie de Spinoza, cet horizon de la 5e partie, qui est sans doute la partie la moins utilisable par un chercheur en sciences sociales, elle est la plus lointaine, qui est cet horizon de ce que Spinoza appelle la libération ou la béatitude, qui consiste en une sorte de reconquête de ce qu'il appelle la causalité adéquate, c'est-à-dire de notre empire sur nous-mêmes, qui sera forcément toujours imparfait, toujours incomplet, ça il le dit très clairement, mais qui désigne tout de même une direction vers laquelle tendre. Sans faire de borborigme philosophique, on pourrait dire qu'il y a chez Spinoza ce point d'horizon, cette ligne de fuite qui est une sorte d'idée régulatrice. On sait qu'on ne l'atteindra jamais, mais tout notre effort doit être d'y tendre, et d'y tendre à la fois par nos efforts individuels, mais également, plus exactement par nos trajectoires individuelles, mais aussi dans des contextes politiques qui, certains favorisent, d'autres découragent ce cheminement vers un plus de puissance, un plus de causalité adéquate, un plus de raison, etc. Raison pourquoi, d'ailleurs, les traités politiques s'articulent très directement à la perspective philosophique de l'éthique qui semble très individuo-centrée, et alors que les deux sont absolument inséparables, me semble-t-il. Mathieu. Oui, donc ça permet de penser, enfin si j'ai bien lu le livre, Spinoza, et la question des affects chez Spinoza permet de penser au moins deux choses, enfin même beaucoup plus que ça, mais d'une part, la manière dont les mécanismes matériels, ceux de l'économie, ceux des puissances économiques, peuvent s'articuler très directement, très immédiatement à nos régimes de représentation, aux idées qu'on peut avoir, aux désirs qu'on peut avoir, pourquoi à un certain moment la consommation devient la valeur qui va orienter les désirs des individus, comment est-ce que les choses se passent. Bon, d'ailleurs au fond, ça permet dans le livre de réarticuler, de renouer l'homme économique et l'homme de désir, sachant que nos désirs vont se modelant avec notre trajectoire économique de manière très parallèle. Et puis il y a cette question du collectif. Au fond, comment passe-t-on de ce que je désire à ce que nous pouvons éventuellement désirer dans le même sens. Bon. Sachant que ce que je désire est déjà modelé par mes rapports avec les autres, dans des contextes qui là sont extrêmement prosaïques, c'est le rapport de travail, etc. Et puis, comment est-ce qu'on peut passer à du collectif? Et vous accordez, je voulais vous demander pourquoi, une valeur assez importante de ce point de vue-là à la notion de crise, et pas seulement à la notion de crise économique dans son sens massif, mais aux crises qui peuvent intervenir dans le rapport salarial, par exemple, au moment où quelque chose bascule. Alors comment est-ce que ça permet comment est-ce que la référence à Spinoza vous permet de penser ces basculements-là? Et puis on va prendre un exemple, Frédéric Lordon, si vous le voulez bien, parce que vous le faites dans votre livre avec le salariat, et on entendait dans le journal tout à l'heure d'Antoine Mercy un exemple tout net avec cette enseigne Sephora et ces salariés qui disent vouloir, enfin certains des salariés qui disent vouloir continuer à travailler la nuit, ils sont pris dans une machine, ils sont pris dans un système, ils disent malgré tout, individuellement, on veut continuer. Oui, là c'est vraiment les questions fondamentales. Mathieu Pot-Bonneville met vraiment l'accent sur l'un des projets centraux de ce livre, qui consistait à essayer de dénouer une antinomie qui est corrélative de l'antinomie précédente, celle que j'ai énoncée entre les structures et les individus, une autre antinomie qui voue fatalement les points de vue structuralistes sur le monde social à l'incapacité à penser l'histoire, les crises, c'est-à-dire les surgissements, les irruptions, ce qui fait en fait la matière même du politique en ses remises en mouvement.
Et en effet, pendant très longtemps, le structuralisme a été une pensée de la reproduction sociale. Vous vous souvenez peut-être de ce graffiti grinçant qui avait été laissé sur les murs de la Sorbonne en mai 68 et qui disait « Althusser à rien ». Et c'est bien ça qui était condamné de manière peu respectueuse, mais enfin l'époque n'était pas au respect, et puis d'ailleurs, bon, enfin... c'est ce qu'on approchait beaucoup à Bourdieu aussi, d'être obligé, pour penser les événements et quand quelque chose se passe, d'introduire des notions comme la notion de miracle sociologique, par exemple. Donc ça posait un problème considérable. Je pense que Bourdieu tombait sous le coup de ce problème, mais de manière beaucoup moins nette, car si on le lit charitablement, me semble-t-il, il y a plein de mécanismes chez Bourdieu qui sont voués à la description, à l'analyse alors des lentes dynamiques, sans doute. Nombre de ses livres portent le titre « Genèse et structure de ». Donc la genèse, c'est bien, il y a un surgissement, il se passe quelque chose, mais effectivement, on trouve moins facilement chez Bourdieu quelque chose qui serait du ressort d'une pensée de la crise à proprement parler, comme événement disruptif. Or, le grand paradoxe, c'est que Spinoza, penseur du déterminisme intégral, est celui, à mon avis, qui nous dote le mieux en instruments permettant précisément de penser les crises, alors même que le point de vue déterministe sur le monde social est réputé en être rigoureusement incapable. Or, ce que dit Spinoza, c'est que si nous sommes affectés dans les structures économiques en particulier, dans les structures sociales, rien ne permet d'exclure que vienne un moment où les structures en question ne nous affectent d'une manière qui nous fasse faire mouvement dans une direction inhabituelle. Parce que les structures se sont rendues odieuses, elles se sont rendues intolérables, elles nous ont fait passer un point de « ça suffit, ça ne peut plus continuer comme ça ». Et c'est toujours un mécanisme d'affection des individus, produit par quelque chose qui les dépasse, un environnement de structure, etc., mais qui, cette fois-ci, les détermine à se conduire d'une manière inhabituelle. Et donc, au lieu de se rendre à leur poste de travail, les salariés font mouvement vers le piquet de grève, le bureau du directeur qu'on séquestre, la rue où on va manifester, etc., etc. Et rien dans tout cela n'est soustrait au déterminisme qui enchaîne affect, désir et mouvement de corps. Antoine. Althusser à rien, mais est-ce que Lordon, ça sert à quelque chose quand même? En tout cas Spinoza, puisque ce que vous nous dites là, c'est en quelque sorte, comme en bon spinoziste, que nous ne sommes pas libres de ce que nous faisons, nous ne connaissons pas les causes qui nous font agir, etc. Et que donc, dans ce mouvement que vous décrivez de point de basculement même, nous sommes vraiment les jouets de cette détermination du conatus. Donc, je vois ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que nous pouvons nous ressaisir? Alors c'est là surtout que vous nous dites que la plupart de nos actions individuelles sont inutiles, voilà, insuffisantes. Et donc, bon, alors Alain Touraine à cette même table appelé la semaine dernière à des mouvements sociaux, mais en réconciliant l'individuel et le collectif. Alors c'est un peu démoralisant, comme vous dites vous-même, à tous les sens du terme. Non, parce que le mouvement peut être renversé, vous le dites, mais à quel moment, c'est la grande question. Bon, alors je vais répondre à ça. Est-ce que je sers à grand chose? Je veux dire, je me suis toujours méfié de l'illusion propre aux intellectuels de servir de l'utilité, à frayer les voies du siècle à venir, de la révolution, etc. Les pauvres, s'ils savaient combien mince est leur contribution, c'est pas là que ça se passe. Donc ça, de ce point de vue, je me suis vacciné et guéri de longue date quant à mon utilité sociale réelle. Maintenant, sur le fond de la question elle-même. C'est toujours la même accusation qui est renvoyée à la position déterministe en sciences sociales, qui est l'accusation de fatalisation du monde social et de démoralisation des individus en particulier. Or, je crois qu'il n'en est rien, puisque précisément, ce point de vue déterministe, contrairement à ce dont on l'accuse généralement, se montre tout à fait capable de penser le changement social, de penser la révolution, de penser la sédition. Je veux dire, le traité politique, en ce sens, alors bien sûr on peut en faire des lectures différentes, mais une lecture possible du traité politique le tiendrait pour une œuvre majeure de philosophie politique de la sédition. Le mot revient à de très nombreuses reprises sous la plume de Spinoza. Donc, en aucun cas, le point de vue déterministe ne nous condamne à l'éternité de la domination. Mais comment? On ne comprend pas bien comment, finalement. C'est ça qu'il faut. Mais alors, la question comment est liée à ce qui se passe dans la société. Et est-ce que la société actuelle, par exemple, se dirige ou pas vers des points d'inacceptables, vers des points d'intolérables? Où sont les points d'intolérables? Ça peut être poussé assez loin, oui. Mais ça, on ne sait pas, personne ne le sait. Je veux dire, donc, au moins, ça nous guérit de nos illusions lyriques telles que celles qui consistent à penser que la révolution adviendra si un intellectuel a lancé au micro de France Culture un appel à la révolution, et ça nous porte davantage à l'analyse lucide et objective des conditions passionnelles et institutionnelles de production des événements
et des disruptions. Bon, il faudrait faire l'analyse de la période actuelle sous ce rapport. Regardez à quel point les points d'intolérable se sont éloignés. Regardez ce que les corps sociaux tolèrent. C'est tout à fait stupéfiant. En Grèce, par exemple. Bon, il faut faire l'analyse de ces choses-là. Et puis pour comprendre bien en quoi le déterminisme spinozien constitue pour vous, Frédéric Lordon, un antidote à la pensée libérale, il faut lire par exemple ce que vous écrivez. On ne lutte radicalement contre l'imaginaire néolibéral qu'en s'attaquant à son noyau dur métaphysique, c'est-à-dire à son idée de l'homme. L'imaginaire antidote est donc un imaginaire anti-humaniste théorique, un imaginaire anti-subjectiviste. Frédéric Lordon. Oui, c'est le point sur lequel je voulais finir dans cet ouvrage, parce que, en effet, Mathieu Pot-Bonneville a rappelé à l'instant que la position spinoziste, celle de l'individu puissant, mais déterminé par ses affects et par les affections du dehors, ce point de vue est un point de vue anti-subjectiviste, c'est-à-dire un point de vue qui rompt avec une représentation de l'homme comme être absolument souverain, libre d'arbitre et surtout autodéterminé. Alors Spinoza nous dit tout le contraire. L'être humain est en grande majorité déterminé par le dehors. Alors évidemment, c'est toujours très difficile à entendre, cette nouvelle de l'hétérodétermination ou de l'exodétermination, c'est-à-dire de la détermination par autre chose ou de la détermination par l'extérieur, est une mauvaise nouvelle pour tous les esprits qui ont été conditionnés dans l'idée libérale de l'autodétermination et de la plénitude du sujet. Mais cette idée était un mensonge, c'était un idéal inatteignable. Il nous fait d'ailleurs considérablement souffrir. Je veux dire, les chômeurs qui sont renvoyés à leurs conditions d'incapables et d'assistés parce qu'ils n'ont pas été capables alors même qu'on sait très bien de quelles écrasantes fatalités sociales ils sont les victimes. Je veux dire, cet idéal libéral de l'individu surpuissant et surtout complètement autodéterminé est un idéal qui est profondément pathologique et pathogène. Et c'est avec cela que rompt le spinozisme. Et la mauvaise nouvelle, en fait, est une bonne nouvelle. Dès lors qu'on en a rabattu de ses ambitions qui étaient de toute manière insoutenables, se découvrir insuffisant, car l'individu est ontologiquement insuffisant, c'est se découvrir condamné, mais d'une condamnation joyeuse, à entrer en contact avec les autres individus. Nous ne pouvons pas vivre isolément, autarciquement, donc nous sommes voués au commerce et à l'échange, le commerce non économique, le commerce des pensées, le commerce des affects, etc. Et c'est bien là la condition de possibilité de la société. C'est parce que les individus ne peuvent pas vivre tout seuls. Mathieu Pot-Bonneville. J'ai quand même une question sur cet adversaire, enfin sur cette représentation de l'individu autosuffisant. Est-ce que c'est encore, c'est vraiment une question, est-ce que c'est encore une représentation centrale dans le champ dans lequel vous vous situez aussi, qui est celui des sciences sociales? Parce que j'ai quand même le sentiment qu'il y a eu du mouvement de fait, que ce soit en philosophie avec des gens comme Taylor, cette idée qu'il y a certes une culture du soi, mais que cette culture du soi, elle implique de penser aux autres qui comptent et de se construire soi-même dans le rapport qu'on peut entretenir avec les autres, ou que ce soit du côté des sociologies de la justification. Il y a un drôle de menuet dans le livre avec Boltanski, avec le travail de Boltanski, qui tantôt est de Luc Boltanski, qui tantôt passe du côté d'un idéalisme où finalement c'est une sociologie qui promeut les représentations des individus, qui est une espèce d'idéalisme sans prise. Et puis le chapitre suivant, c'est le Boltanski de la critique, et là on est beaucoup plus proche. Donc je ne sais pas si cette idée qu'il faut déconstruire l'individu souverain, est-ce que l'individu souverain est encore absolument central dans la galaxie des sciences sociales contemporaines? Le menuet avec Boltanski vient de ce que c'est surtout Luc Boltanski qui vit révolte et moi je le regarde de l'extérieur. Donc il est passé... Ça c'est un peu facile, Frédéric Lordon. Non. Luc Boltanski est passé de la sociologie critique à l'époque où il travaillait avec Pierre Bourdieu à la critique de la sociologie critique dans les années 90 et puis à la critique de la sociologie critique. Et moi je dois dire que ce dernier temps je le trouve plutôt convaincant et donc je le lis à nouveau avec plaisir et intérêt. Vous avez sans doute raison. Les sciences sociales ont fait du chemin. Elles ne sont pas d'un cartésianisme vulgaire ou stupide. Elles ont de longue date pris en compte les interactions, le fait que les individus vivent dans des contextes collectifs et sociaux, etc. Je persiste à croire malgré tout qu'elles procèdent pour la plupart d'entre elles d'une vision en quelque sorte de l'individu souverain mais contraint. Il est plongé dans beaucoup de contraintes et c'est ça malheureusement qui empêche le plein déploiement de sa souveraineté. Relèverait-on les contraintes et il serait à nouveau tout à fait libre. C'est un peu injuste, je vous l'accorde, pour
toutes ces pensées auxquelles vous avez fait référence, mais je dirais que d'une certaine manière, mon objet était bien sûr la représentation de l'individu, la représentation subjectiviste telle qu'elle est en vigueur dans le champ des sciences sociales, mais aussi telle qu'elle est en vigueur et telle qu'elle informe très profondément le discours public, le discours ordinaire, le discours publiciste sur l'individu. Je pense que ce sont des représentations de soi, des manières pour les individus de se rapporter à eux-mêmes qui sont très profondément ancrées par le discours libéral. Et donc j'ai choisi l'option la plus radicale possible. Mathieu Podbonneville. Ça pourrait être radical, le livre est radical. Je voudrais quand même souligner deux paradoxes. Il y en a un qui me fait rire, qui consiste à lutter contre la formalisation extrême, croissante des mathématiques dans les sciences sociales, en économie, etc., en allant chercher un philosophe qui ne s'exprime que par axiome, postulat, proposition, et selon la géométrie des éléments d'Euclide. Ça, c'est plutôt rigolo. Et puis, il y a quand même un deuxième paradoxe aussi, qui est que vous dites à plusieurs reprises, il faut historiciser. Il faut historiciser l'économie, il faut sortir des lois universelles et éternelles du capitalisme, il faut introduire de l'histoire là-dedans, c'est ce que la théorie de la régulation fait en économie, c'est ce qu'il faut faire. Bon. Or, s'il y a un penseur qui n'est pas un penseur de l'histoire, mais un penseur de la nature, c'est Spinoza. Spinoza est un immense naturalisme, ce qui implique qu'il y a des lois universelles de la nature, des lois universelles de l'individu. Par exemple, l'intolérable. Il y a des points d'intolérables. Mais ces points d'intolérables, est-ce qu'ils sont vitalement inscrits dans nos corps, naturellement inscrits dans nos corps, ou est-ce que c'est des objets historiques ? Quel statut de cela ? Ça, c'est une question très très profonde. Là, il faut vraiment. Je laisse le paradoxe de la systématique et de l'axiomatique parce que effectivement, il est croustillant. Mais j'y réponds dans le livre d'une certaine manière. En un mot, j'assume ma position de faux cul. Donc voilà, pour le paradoxe. Mais sur cette question de la naturalité, c'est vrai que parler de nature humaine passe pour le solécisme majuscule en sciences sociales, dont l'article de foi, idéologique presque, alors on dirait au sens de l'idéologie scientifique de Canguilhem, c'est pas tout à fait pareil, est la séparation de la nature et de la culture. Et là contre, Spinoza dit une chose qui est tout à fait scandaleuse. Il dit « l'homme n'est pas une enclave dans la nature ». Il dit « l'homme n'est pas comme un empire dans un empire, il n'est pas exonéré du plongement dans l'enchaînement déterministe des causes et des effets, il y est sujet comme n'importe quelle autre chose, un astéroïde, un vieux pneu, un ragondin, tout ce que vous voulez. Bon, alors évidemment, que faire de ça ? Eh bien, il faut assumer que le monde social historique est la partie proprement humaine de la nature, ce qui signifie en aucun cas que l'on pourrait y appliquer les schèmes qui ont été dégagés, ou les propositions théoriques qui ont été dégagées dans les sciences de la nature non humaine. Dire que l'homme est un être plongé dans la nature et soumis à ce naturalisme intégral, ça n'est pas dire que la société est une horde, que ses règles sont celles du darwinisme, il vaudrait mieux dire du spencerisme, que la lutte pour le plus fort est son principe régulateur, etc., etc. En aucun cas. La société humaine développe par la puissance propre du corps-esprit humain, des constructions collectives qui lui sont tout à fait propres et qu'on ne retrouve dans aucun autre secteur de la grande nature. Je voudrais prolonger ça, revenir précisément sur ce point d'intolérable, où les choses ne peuvent plus durer, comme vous l'avez dit, vous avez parlé de la Grèce tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas là, de la part du système en l'occurrence libéral, toute une manière de créer une explication, un récit qui fasse que la chose soit tolérable et qui fait que finalement les individus acceptent davantage que s'ils étaient laissés à leur propre conatus. Est-ce que donc il n'y a pas dans l'action politique qui consiste à lutter contre un certain discours explicatif, malgré tout une possibilité de retrouver un axe d'action et de liberté? Mais évidemment, je voudrais juste dire d'un mot pour marquer la différence, que ce que Spinoza appelle naturalisme, c'est simplement la soumission de toute chose dans le monde au déterminisme, à l'enchaînement des causes et des effets. Donc ça ne veut pas dire que l'homme se comporte encore une fois, ou les sociétés humaines doivent se comporter ou prendre pour référence ce qui se passe dans la partie non humaine de la nature. Ça n'a rigoureusement aucun rapport. Pour revenir à votre question sur la fabrication ou sur la localisation
des points d'intolérables et les efforts politiques qui sont faits par les uns pour les éloigner, pour les autres pour les rapprocher, évidemment. Je veux dire, ça, c'est le gigantesque travail que fait la société sur elle-même, qui est un travail d'auto-affection. La société, le corps social lui-même s'auto-affecte. Et ce travail-là est un travail qui est profondément politique. Je veux dire, la politique est demandant à être redéfinie précisément comme un art d'affecter. La politique, c'est un ars affectandi. Et aussi un ars imaginandi, car l'imagination, les représentations, les visions du monde social sont dans l'orbite permanente des affects. Et le monde social est une scène, c'est un champ de bataille sur lequel s'affrontent des visées antagonistes qui veulent déplacer les affectabilités dans un sens ou dans un autre, affecter de telle manière plutôt que telle autre. Et en effet, c'est un gigantesque combat dont l'issue n'est jamais déterminée exemptée. France Culture, la grande table. Il est 13h25 sur France Culture, sans transition précisément, Raphaël Bourgois. Et oui, puisque transition, c'est le mot du week-end, Caroline, qui a vu se dérouler la conférence environnementale, deuxième du nom, ce grand raout vert qui réunit chaque année ONG, élus, entreprises, syndicats. Les comptes rendus ne parlent que de ça. Mais cette transition n'est pas qu'un substantif auquel on accolerait impunément l'adjectif énergétique, c'est un concept que la revue Mouvement tente de cerner dans son dernier numéro à paraître jeudi. Objet politique non identifié, la transition échappe à une lecture classique en termes par exemple de mouvements sociaux ou de lutte. Mais alors comment la comprendre ? Historiquement, le terme a fait florès dans les milieux écologistes suite à l'ouvrage de l'agronome britannique Rob Hopkins, le manuel de transition de la dépendance au pétrole à la résilience locale. C'est un livre qui a été publié en France en 2010. Pour Hopkins, la transition est avant tout une façon de se préparer aux chocs globaux annoncés, les chocs énergétiques, climatiques, en se concentrant sur les communautés locales. Il applique ainsi le concept de résilience à l'échelle de la ville, c'est-à-dire la capacité à puiser en elle-même les ressources pour surmonter les traumatismes à venir. Les transitionneurs, le mot est affreux, mais c'est le néologisme choisi, les transitionneurs donc constituent une galaxie où tout tourne autour de l'initiative locale. Insaisissable, la rédaction de Mouvement s'y essaye tout de même et convoque pour cela le principe d'utopie concrète du philosophe allemand Ernst Bloch, une façon de se convaincre qu'il est possible d'agir dans un contexte de déterminisme généralisé, d'affirmer que rêver peut être un principe d'action et qu'on ne serait pas condamné à être ce que les institutions nous destinent à être. Ils n'ont pas lu Frédéric Lordon. Le mot d'ordre de la transition, c'est la créativité collective. L'enjeu est de changer les situations en ayant conscience de ne pas pouvoir les dépasser complètement à court terme. Une stratégie qui s'oppose donc radicalement à celle des partis politiques. La créativité pour réenchanter la vie, retrouver de l'imprévu, ce sont les paniers de la MAP, les jardins collectifs, tout passe par une approche positive, des actions qui visent moins au résultat qu'à la diffusion de valeurs. Ce dossier de Mouvement mène aussi un travail critique qui veut dépasser les premiers sourires ironiques que je vois sur vos lèvres, Caroline, des sourires ironiques qui vous auront peut-être affleuré, vous aussi, auditeurs, devant ce qui peut apparaître comme une posture bien naïve. Il ferait des paniers à MAP leur réponse au réchauffement climatique. Pire, pour des militants écolos, cette transition pourrait faire le jeu du néolibéralisme. Il exclut en effet la recherche de l'égalité sociale, la critique du capitalisme, il réduit les capacités d'indignation, prône un régime de solidarité interpersonnelle et non collective. Alors, la transition niveau zéro de la politique ou stratégie originale pour parvenir à relever des enjeux globaux, la revue Mouvement ne tranche pas vraiment et invite surtout à s'intéresser à cette transition comme une façon de retrouver l'action politique citoyenne au niveau des communes par un mouvement du bas vers le haut et de rester inclusif. Le terme est important. La stratégie d'inclusion de Rob Hopkins théorise le refus du conflit, de la critique, précisément pour que l'idée se retrouve dans les programmes politiques. Les promesses de la conférence environnementale pourraient donc apparaître comme une victoire, mais une victoire sémantique. L'utilisation du terme de transition par les plus hautes sphères décisionnaires ne garantit pas une véritable transformation politique. La transition comme utopie concrète doit encore montrer son efficacité, mais faut-il vraiment le souhaiter ? Après tout, c'est quand même l'avènement des grandes catastrophes globales qui lui en donnerait l'occasion. J'ai quand même envie de vous demander de réagir, Frédéric Lordon, peut-être à ces deux termes, transition et inclusion. Ah non, là j'ai pas d'idée, mais j'ai été sensible quand même
aux légers zéphyrs critiques de la chronique. Parce que, en effet, c'est un point qui est toujours très délicat. C'est-à-dire, c'est toujours difficile de venir dire aux gens qui essayent de faire ce qu'ils peuvent là où ils peuvent et là où ils ont de la marge d'action, que ce qu'ils font finalement n'a pas grande chance de bousculer le système et qu'il se pourrait même que le système non seulement vive très bien avec, mais ne s'en porte que mieux, précisément parce que ça détourne les combats des autres cibles qui sont, c'est toujours embêtant, des cibles lointaines, abstraites, c'est les grandes structures. Et moi, je pense que c'est les libéraux qui sont, comme toujours, des grands marxistes à l'état pratique, qui savent où le jeu se joue. Ça se joue au niveau du FMI, de la Banque mondiale, de l'OMC, de la Commission européenne. C'est dans ce design institutionnel-là qui va peser après sur tous les comportements et les mettre sous des contraintes dont ils auront les plus grandes difficultés à sortir. Donc, je crois que ce qui se passe dans les AMAP n'est pas le bénéfice allégué de l'AMAP. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'on y fait de la politique. Et c'est ça le point important, plus qu'on y remplit des paniers. C'est ça la vertu principale de l'AMAP. Merci beaucoup Frédéric Lordon. La Société des affects pour un structuralisme des passions, c'est un livre édité au Seuil dans la collection L'Ordre philosophique, puisque vous êtes venu maintenant au monde de la philosophie. Merci beaucoup Frédéric Lordon, merci beaucoup Mathieu Pot-Bonneville d'être venu et d'avoir lu ce livre, La Société des affects, qu'on recommande chaleureusement à tous nos invités, à tous nos auditeurs, Et merci à vous Antoine Mercier, que nous retrouvons demain. Demain, nous serons pour notre part avec un grand invité sur toute la durée de la grande table, Elias Khoury, romancier libanais qui publie un nouveau roman en français. À la réalisation, c'était Somanina. À la technique aujourd'hui, c'est Alexandre Dang qui se cache sous la console.